Bonsoir. Cookies, traduction biscuit, un petit mot qui s'affiche régulièrement sur les sites internet et vous empêche d'accéder à certaines fonctionnalités si vous ne les acceptez pas, ces cookies. C'est le cas sur des sites aussi importants que des banques, postes, assurance maladie, etc. Pourquoi est-ce légal? On verra cela tout à l'heure. Nous parlerons aussi ce soir d'objets à usage unique dont on pourrait se passer sans problème et de sacs plastiques dont certains voudraient interdire partout la gratuité. Et le gros morceau de cette émission est une noix de coco dont on extrait de l'eau de coco, très à la mode. Nous irons en Thaïlande pour découvrir cette production et de l'huile de coco qui, elle, a un tout autre mode de fabrication. Des produits formidables pour votre santé? C'est à voir. La noix de coco, c'est un peu comme la pomme de terre, elle est bonne à tout faire. On va s'intéresser ce soir à deux produits à base de noix de coco qui cartonnent chez nous, l'huile et l'eau. Le moins gras des deux est archi tendance aux États-Unis, en France par exemple, et en Suisse romande. En revanche, il semble que l'eau de coco n'a pas encore franchi la barrière de Rushdie. Cette eau de coco nous arrive principalement du Vietnam et de Thaïlande, là où pousse une variété particulière, la Thaïlande, ses cocotiers, ses plages. La carte postale fait partie intégrante de la description produit. Boire une eau de coco vous transporte instantanément sur la plage, sous le soleil des tropiques, avec la douce caresse du vent marin. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend à nous, les Occidentaux. Bangkok, mégapole asiatique de 9 millions d'habitants, royaume de la nourriture de rue, des plats épicés où la morsure du piment est calmée par l'onctuosité du lait de coco. Ici, la coco est un aliment de base très peu cher. On la trouve partout, sous toutes ses formes. Sa coque est utilisée comme combustible ou comme engrais. Sa pulpe est transformée en lait et son eau dégustée à tous les coins de rue. Mais entre une coco fraîche juste tombée de l'arbre et un produit stérilisé et embouteillé depuis plusieurs semaines, y a-t-il le moindre point commun? Car entre les cocoteraies asiatiques et les rayons de nos supermarchés, il y a des milliers de kilomètres et beaucoup d'étapes, quoi qu'en disent les petits génies du marketing. La Thaïlande s'est spécialisée dans la production d'eau de coco. Tout l'est du pays est recouvert de cocotiers Nam Hom, une variété réputée pour être naturellement sucrée et très aromatique. D'ailleurs, Nam Hom signifie littéralement « eau parfumée ». La meilleure terre se situe dans la province de Ratchaburi, dans le district de Danang Sadwak et encore plus précisément dans le village de Peng Poi. Soit, comme par hasard, exactement chez elle. Les noix sont récoltées tous les 23 jours, au moment où elles sont encore vertes et gorgées du précieux liquide. La cueillette se fait de façon artisanale au milieu des canaux, des gestes précis pour éviter que les grappes ne se fendent en heurtant le sol. Ça fait environ 17 ans que je coupe des noix de coco. C'est un travail difficile où il faut beaucoup d'expérience. Il faut juger à quel niveau de maturité est arrivée la noix simplement avec l'aspect extérieur, car ça a beaucoup d'incidence sur le parfum de la noix de coco. Pour la récolte, on compte en nombre de noix et une noix de coco est payée 70 centimes de baht. Si on travaille normalement, en une journée, on en récolte à peu près 12 000. On a remarqué que cette variété-là, le Nam Hom, était bonne pour le commerce avec l'étranger. Du coup, on a commencé à en planter plus pour avoir une production suffisante pour pouvoir l'exporter. La production se fait encore à un niveau familial, dans de petites plantations comme celle-ci. Mais en additionnant les chiffres, les quantités deviennent vite colossales, surtout que la coco n'est pas une plante saisonnière, elle peut être cueillie toute l'année.
Ce centre de collecte récupère la production d'une centaine de fermes des environs. Les ouvriers, pour la plupart birmans, préparent la noix de coco le plus vite possible. Je coupe la tête, j'enlève l'extérieur. Il faut enlever toute la gangue verte pour que ce soit bien propre et qu'on puisse la laver. Après, ça part plus loin. Plus loin, jusqu'à la mise en bouteille et l'exportation internationale. Mais ces étapes-là, le directeur de Coco Marvel ne veut pas nous les montrer. Secret de fabrication oblige. Je voyage régulièrement à l'étranger et j'ai pu constater quelles étaient les attentes des consommateurs occidentaux. Pour eux, la raison principale de boire notre produit est une question de santé. C'est cet aspect-là qui ressort, à chaque fois. Pour assister au processus de stérilisation, nous avons dû argumenter ferme. Et c'est finalement une autre entreprise, All Coco, qui a accepté d'entrouvrir ses portes. Les noix de coco sont d'abord lavées. Elles arrivent intactes et sont donc encore remplies d'eau. À l'intérieur, on les perce pour retirer le liquide. Mais notre caméra n'a pas été acceptée à l'intérieur de la chaîne de production. Il faudra se contenter du film promotionnel. Et le contraste extérieur de l'usine artisanale, intérieur high-tech est saisissant, car l'extraction et la stérilisation sont des secrets industriels bien gardés. L'eau de coco est un produit extrêmement fragile qui fermente en quelques heures au contact de l'air. Elle doit donc impérativement être décontaminée avant de pouvoir être commercialisée à l'étranger. Chaque ouvrier doit passer par un sas de décontamination avant d'entrer sur la chaîne de production. Le problème, c'est que qui dit stérilisation dit destruction des bactéries, mais aussi la plupart du temps des éléments nutritionnels du produit. Beaucoup d'industriels utilisent les hautes températures pour tuer les bactéries. Comme vous le savez, les bactéries sont tuées par ce traitement. Mais pour nous, le problème est que la chaleur ne tue pas que les bactéries. Ça tue aussi tous les bénéfices, tous les nutriments, les minéraux, les vitamines. Tout ce qui est bon pour l'homme. Il vaut mieux avoir un traitement plus léger, c'est pour ça que nous utilisons le procédé HPP. HPP pour processus de haute pression. À la sortie de la chaîne, les bouteilles sont soumises pendant 3 minutes à une pression de 6000 bars. Puis, elles doivent encore être congelées à moins 35 degrés pendant 8 heures. Tout ça pour obtenir un produit exportable qui doit être conservé au frais. Si vous utilisez une noix de coco fraîche, vous pouvez boire son eau pendant 3 à 7 jours. Mais avec ce procédé, on peut la garder pendant 60 jours, c'est-à-dire pendant 2 mois. Et au final, on obtient de l'eau. Parfumée certes, poétique assurément, mais chère. Du coup, il faut vendre un petit quelque chose en plus. Nous avons une petite corde ici. Il faut tirer la ficelle. Après, vous prenez la paille. C'est facile à boire. Chez Pearl Royal, on a tout misé sur le packaging. La très standard canette d'eau de coco, pratique et industrielle, est dissimulée dans une coque beaucoup plus exotique et naturelle. Car qu'importe l'eau, pourvu qu'on ait la coco. Pour exporter notre eau, il fallait y ajouter quelque chose qui attire le client. Il faut que ça ressemble à une vraie noix de coco. On voulait un produit très pratique, facile à tenir d'une seule main. Un produit qu'on peut consommer en marchant et qui apporte ce sentiment de détente, de bien-être qu'on ressent quand on est sur la plage.
Pearl Royal mise sur un emballage naturel et biodégradable, fait à base de pâte de bambou et entièrement confectionné à la main. Autant d'arguments de vente pour justifier un prix luxueux. Leur eau de coco coûte environ 10 fois plus cher qu'une eau minérale aromatisée. On exporte dans le monde entier. Mais de loin, nos deux plus gros marchés sont les États-Unis et la Suisse. C'est vraiment là qu'on vend le plus. En Suisse, nos produits vont la plupart du temps se retrouver dans des supermarchés haut de gamme. En Thaïlande, acheter une coco fraîche pour boire son eau vous coûtera 20 bahts, soit à peine 60 centimes. En Suisse, le prix du rêve est plutôt aux alentours des 3,50 francs, les 3 décis. Pas donné pour se désaltérer, hein. Sur le plan diététique maintenant, l'eau de coco est moins sucrée qu'un jus de fruits, si le fabricant ne rajoute pas de sucre évidemment. Elle a une forte teneur en potassium mais contient peu de vitamine C. Au final, c'est un produit pas si mal mais pas indispensable du tout pour la santé. Un jus de pomme bien local et un peu dilué ferait tout aussi bien l'affaire. Voilà pour l'eau, mais il faut bien aussi dire que la noix de coco a été longtemps cultivée pour la transformer en huile. Et les pays qui pèsent lourd sur ce marché de la noix de coco, ce sont l'Indonésie en numéro 1, suivi des Philippines et de l'Inde. 70% de la production de noix de coco se concentre dans ces 3 pays. Quand on dit huile de coco, ça sonne bien, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Sous nos latitudes, peu de gens connaissent la noix de coco à l'état frais. Sa coque volumineuse et encombrante la rend difficilement transportable. En revanche, elle est très présente sous forme transformée. Nous allons vous présenter les 2 visages de ce que l'on appelle communément l'huile de coco. D'abord, l'huile de coco vierge. Simplement en pressant la pulpe de la coco, on extrait une huile qui se fige à température ambiante et ne nécessite donc ni conservateur ni additif, mais qui en revanche garde une bonne odeur de coco. Sauf que déjà à ce stade, la médecin nutritionniste Béatrice de Rênal tient à rétablir quelques vérités. Dans la noix de coco, quand on extrait la matière grasse, on n'obtient pas de l'huile, on obtient de la graisse. La graisse, c'est quelque chose qui est solide à température ambiante. Donc c'est comme de la bougie un petit peu, hein. Donc c'est complètement erroné et trompeur de dire qu'on parle de l'huile, parce que dans l'esprit des consommateurs, c'est pas anodin, c'est pas fait au hasard. Dans l'esprit des consommateurs, l'huile, c'est forcément végétal et forcément bénéfique. Alors que la graisse, c'est sale, ça peut être, ça peut être animal et c'est pas bon pour la santé. Howard Riesman est professeur de biochimie à l'Université de Genève. Ce spécialiste des graisses confirme que trier les lipides en fonction de leur origine, animale ou végétale, n'est pas pertinent. Dans l'huile de coco, la plupart de ces acides gras sont saturés et cela est en commun avec le lard. Dans les autres huiles comme le colza, comme l'huile d'olive, il y a beaucoup moins d'huile saturée et beaucoup plus d'acides gras polydésaturés. L'huile de coco contient plus de 86% d'acides gras saturés, ce qui en fait la championne toute catégorie, devant le beurre à 60% et le lard à 38%, qui sont des graisses animales. Mais aussi devant l'huile de palme à 46%, et l'huile de colza qui ne contient que 8% d'acides gras saturés. La graisse de coco, elle n'apporte pas les atouts des graisses végétales en général, qui sont les acides gras polyinsaturés, les oméga 3, etc. Elle n'apporte pas non plus de vitamine E. Donc, elle apporte des acides gras qui provoquent des maladies cardiovasculaires. Donc, elle est décommandée aux gens qui sont sensibles, ou elle est décommandée si vous mangez déjà de la viande, du beurre, du fromage, etc. Ça, c'est certain. Le régime alimentaire général, ce qu'on mange, est très important. Par rapport à ces pays qui mangent de l'huile de coco, c'est preuve vivante que ce n'est pas pur poison, autrement ils seraient tous morts. En gros, l'huile de coco n'est ni le miracle ni le poison annoncé. Elle est énergisante et coupe-faim. Elle a donc sa place dans le cadre d'un régime équilibré, ni plus ni moins. Mais jusqu'à maintenant, on parlait d'huile de coco vierge.
Or, il en existe une autre forme, plus sombre, qui se cache sous le nom peu connu de copra. Dans cette petite usine des Philippines, la coco est cuite pendant plusieurs jours pour éliminer au maximum l'humidité contenue dans la chair. Normalement, la noix est prête lorsqu'elle a atteint cette couleur un peu particulière. Quand on la coupe, on voit qu'elle n'est plus blanche. Ça veut dire qu'elle est presque totalement déshydratée. Si le niveau d'eau est à 10% ou moins, c'est bon pour l'extraction. C'est-à-dire de l'autre côté de l'usine, où dans une atmosphère étouffante, la copra est broyée de façon sommaire. Puis, cette mixture est à nouveau pressée à chaud, une étape de plus qui enlève le peu de nutriments qui pourraient rester à ce stade. Vous voyez en bas, il y a déjà de l'huile qui sort. Un liquide qui ressemble plus à de l'huile de vidange qu'à un produit destiné à la consommation humaine. Ça, c'est de l'huile filtrée. Ça s'appelle de l'huile de copra brute. Et on peut la boire ? Non, pas encore. C'est très toxique. Pourquoi ? Parce qu'elle doit encore être raffinée pour être consommable. 3 millions de tonnes de copra sont produites chaque année dans le monde. Une huile utilisée pour faire du fioul, des aliments pour les animaux ou des shampoings. Mais une huile aussi utilisée dans de nombreuses denrées alimentaires que nous consommons tous les jours. Cette graisse de copra, elle est extrêmement pratique pour l'industriel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'est pas chère, elle est blanche, elle n'a pas de goût. Et donc, elle peut être utilisée dans pas mal de produits, et en particulier dans les biscuits. La copra, parfois étiquetée sous le nom huile de coco, apporte de l'onctuosité et de la tenue au produit, exactement comme sa cousine l'huile de palme, mais sans le parfum de scandale. Les aspects environnementaux, je les mets à part. Après, qu'est-ce qui reste ? Il reste la composition de la graisse de palme, la composition de la graisse de coco. La palme, on sait qu'elle est riche en graisse saturée, la coco l'est encore plus. Donc, si je dois choisir entre les deux, mieux vaut la palme. Et tous ceux qui ont zappé l'un pour l'autre, eh ben, ils ont fait ça d'un point de vue marketing, mais ils ont détérioré la qualité nutritionnelle de leur formulation. Position très critique, sévère à l'égard de la graisse de coco. Est-ce que ce point de vue est partagé ? On va le voir. Marion Falliou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ces reportages avec Vania Barat et l'aide de nos recherchistes. Est-ce que d'autres scientifiques tirent également la sonnette d'alarme ? Alors, je ne vais pas vous faire le grand cours scientifique sur les acides gras saturés de la coco qui seraient à chaîne moyenne et donc métabolisés autrement par le corps et seraient donc moins mauvais que le gras et le lard, parce qu'il suffit de voir ce que nous a dit la nutritionniste et surtout ce que nous dit l'Association américaine de cardiologie, qui déconseille fortement l'ingestion d'huile de noix de coco en disant que ça fait des risques de maladies cardiovasculaires. Donc à partir de là, ce n'est pas un pur poison, ça ne va pas vous empoisonner, mais c'est un aliment plaisir et certainement pas un alicament. Alors une consommation modérée d'huile de coco vierge n'est pas problématique, on le dira, modérée. Le problème, c'est ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas sur les étiquettes des produits transformés. Absolument, parce que l'appellation légale correcte est huile ou graisse de coco, et ça, que ça soit pour l'huile de coco vierge ou l'huile de copra qu'on a vu, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est un problème parce que le consommateur ne peut pas savoir. En l'occurrence, a priori, si c'est de l'huile de coco vierge, il est probable que le fabricant va le spécifier parce que c'est un gage de qualité supérieure. Ça sonne mieux, évidemment. C'est comme l'huile d'olive vierge, effectivement. Et puis, on n'oubliera pas dans cette émission le lait de coco, qui est aussi utilisé en cuisine chez nous, qui pourrait a priori remplacer le lait de vache. Eh bien non, même si c'est une source de fer végétal intéressante, le lait de coco est plus gras, il contient moitié moins de protéines et beaucoup moins de calcium. Merci Marion pour ces explications. Pour compléter votre reportage, qui d'ailleurs continue, votre enquête continue, avec une noix de coco qu'on retrouve non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la salle de bain, parce qu'elle a plein d'applications a priori formidables. Dans la catégorie tendance, la coco coche toutes les cases. Elle a un petit parfum d'exotisme, elle est facile d'utilisation et surtout, elle fait fondre de plaisir les stars d'Hollywood et même les champions de tennis.
Sur scène, je dois boire de l'eau pour rester hydratée. Mais Vita Coco est un vrai plus pour moi parce que c'est bon et en plus ça hydrate. Sur les blogs beauté, dans les magazines féminins et même dans les discussions entre copines, la coco est une vraie potion magique. Hydratante, régénérante, anti-Alzheimer, elle ferait même blanchir les dents. Peut-être un peu trop beau pour être vrai. Du coup, on a imaginé une Madame Coco, véritable addict de ce produit, confrontée au regard scientifique de spécialistes. D'abord, l'eau de coco serait recommandée après le sport car particulièrement réhydratante. Si un jour vous vous retrouvez sur une île déserte et que vous n'avez pas d'eau propre à boire, vous pouvez boire cette eau de coco, elle va vous sauver la vie puisque c'est de l'eau, essentiellement de l'eau, c'est-à-dire de l'eau avec un tout petit peu d'éléments minéraux dedans. Donc vous pouvez en boire et survivre grâce à ça. C'est ceci qui a fait la légende de l'eau de coco. Elle peut être rafraîchissante au même titre que n'importe quelle boisson qui sortira du réfrigérateur, mais pas plus que ça. Donc tous les gens qui en font après un argument santé ou nutritionnel, ce sont des menteurs. Sauf que pour faire la cuisine, l'huile de coco, c'est le rêve. Elle ne rancit pas, même quand le pot reste ouvert. Elle est censée apporter plein de nutriments et avoir un effet coupe-faim. Et en plus, elle ajoute un petit goût parfumé délicieux. Moi, j'ai beaucoup de patients qui mangent ça en disant « c'est bien, vous voyez, j'ai arrêté le beurre, je mange ça, maintenant c'est beaucoup mieux ». Ben non, c'est pas beaucoup mieux. Il vaut mieux manger du beurre et manger peu de beurre que manger ça et puis peut-être manger plus qu'on aurait pu aussi. Mais pour accompagner son express, Madame Coco craque toujours pour un petit biscuit fourré. Alors elle se rassure, au moins il n'y a pas d'huile de palme et en plus, elle a lu quelque part que l'huile de coco, ça fait maigrir. 100 grammes d'huile de coco a plus que 800 calories. 800 calories, c'est au moins un tiers de ce qu'on devrait manger pendant une journée. Donc, ça me fait rigoler un peu, oui. Mais de toute façon, il faut quand même faire un régime. C'est-à-dire qu'aucune matière grasse ne va vous faire maigrir, jamais. Peut-être, mais dans sa salle de bain, Madame se prend pour Gwyneth Paltrow et utilise son huile pour à peu près tout. La première chose, quand on entend parler de miracle, on se méfie toujours un petit peu. Si quelque chose est si bon que ça, comment ça se fait que tout d'un coup on le découvre que maintenant? Et puis alors la deuxième chose qu'on fait, c'est d'aller vérifier si ce qu'on dit, ce qu'on entend, si c'est vraiment vrai. Puis en fait, on est assez vite déçu en fait par la quantité d'articles scientifiques sur l'huile de noix de coco. Et en fait, il y a extrêmement peu qui est publié. Côté test grandeur nature, cela fait déjà un moment que notre fashionista utilise de l'huile pour se démaquiller et elle est ravie. C'est un produit gras qui va effectivement solubiliser les pigments qu'on utilise pour se maquiller. Je ne vois pas forcément d'inconvénients. Attention quand même, proche des yeux. Sauf que Madame Coco en rajoute une couche pour remplacer ses anciens masques au collagène et autres crèmes hydratantes ultra chères. Donc là, on peut dire scientifiquement, oui, l'huile de noix de coco est une manière d'hydrater la peau. Par contre, on ne peut pas dire qu'elle est supérieure, par exemple, à la vaseline ou à l'huile de paraffine. Ça ne semble pas être le cas dans les études qui se sont posées cette question. Madame Coco, elle, croit aux vertus de cette fontaine de jouvence, avec toutes les vitamines et antioxydants contenus dans ce fruit du paradis. J'ai aucune étude scientifique qui suggère que l'huile de noix de coco, chez l'homme, fait rajeunir la peau. Mais pour imiter le sourire ultra bright des stars américaines, il suffirait de troquer son bain de bouche habituel par de l'huile de coco qui aurait des propriétés blanchissantes et antibactériennes. C'est théorique. Donc, je ne connais pas d'études qui montrent que le fait de manger de l'huile de coco empêche les bactéries ou les champignons de pousser. J'ai rien trouvé sur l'effet éclaircissant de l'huile de noix de coco sur la peau. Les dents, j'ai pas regardé.
L'efficacité du bain de bouche avec de l'huile de coco, si vous regardez sur Internet, c'est très controversé. Vérification faite auprès d'un professeur en médecine dentaire. Les soi-disant propriétés antibactériennes de l'huile de coco utilisée en bain de bouche ne sont pas prouvées du tout scientifiquement. L'huile de coco n'est donc pas recommandée. Elle ne remplacera en tout cas pas un brossage des dents, un fil dentaire. Quant à savoir si elle va blanchir vos dents, là, rien de moins sûr, là aussi. Nous consommons, nous rejetons. C'est le cycle quasi infernal de notre société. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les centres de tri de déchets m'impressionnent toujours. Des masses de déchets, des gros, des petits, ça fait des bennes entières et des tonnes de choses, parfois carrément inutiles. Ce qui fait réagir notre nouvelle blogueuse du mois, Laëla Relly, une fée verte qui réenchante l'écologie, comme l'ont surnommé nos collègues d'Arc Info. On l'écoute. C'est quoi encore le problème avec les objets à usage unique ? Vaisselle jetable, serviettes en papier, bouteilles en PET, emballage plastique, les objets à usage unique sont partout et en plus ils sont nombreux et énergivores. Prenons par exemple les bouteilles en plastique. D'après le rapport Euromonitor International, il s'en est vendu plus de 480 milliards en 2016 dans le monde, soit 15 000 unités par seconde. Et ce chiffre devrait encore augmenter de 20% d'ici 2020. Le souci des bouteilles en plastique, comme pour tous les objets jetables, c'est que ça coûte beaucoup en énergie pour une utilisation super réduite. Le pire, c'est qu'on est tellement habitué à tout jeter après utilisation qu'on a commencé à faire ça avec les gens. Ça s'appelle Tinder. Ouais, mais les rencarts, ça se refourgue plus loin et les bouteilles, ça se recycle, non ? Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une recrudescence de syphilis depuis quelques années. Et en ce qui concerne les bouteilles, seuls 7% en moyenne sont recyclés. Le recyclage, c'est bien, mais comme la production, ça coûte aussi à la planète, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. L'énergie grise ? C'est la quantité d'énergie dépensée pour produire un objet, mais pas seulement. Ça comprend aussi l'énergie nécessaire pour extraire les matières premières qui composent cet objet, l'énergie utilisée pour le fabriquer, l'emballer, le transporter, le stocker, le vendre, mais aussi le détruire ou le recycler si c'est possible. Si on reprend notre parallèle bancal du rencard d'avant, la personne que tu as rencontrée sur Tinder, elle a une histoire. Elle a été nourrie, instruite, elle a utilisé de l'eau, produit du CO2. Si on se comportait avec les humains comme avec les objets, ça reviendrait à envoyer son partenaire au crématoire juste après le premier petit déjeuner. Donc le gobelet de la fontaine à eau du bureau, c'est aussi de l'énergie grise gâchée ? Et oui, comme tous les objets, et parfois les amants d'un soir. Pour calculer le cycle de vie d'un gobelet, on devra prendre en compte tout le processus depuis l'extraction du pétrole qu'on utilise pour le fabriquer, jusqu'au moment où il sera jeté et incinéré. Ce gobelet, c'est aussi du gaz à effet de serre, notamment pendant le transport, et de l'eau et des sols pollués si ce gobelet atterrit dans la nature, et tout ça uniquement parce qu'on a la flemme de faire la vaisselle. Et alors, comment on fait pour réduire cette énergie grise ? En amour, souvent, comme en ustensile, mieux vaut miser sur du durable et du solide. Par exemple, au lieu d'acheter des bouteilles en plastique à tour de bras, on prend une gourde qu'on emporte avec soi, on remplace le gobelet jetable par une tasse au bureau, on utilise des cotons démaquillants lavables et on décide de ne plus utiliser de paille dans ses boissons. On mise sur le vrac le marché des occasions et on arrête de surconsommer comme des cochons. Laëla Relly, bonsoir. Bonsoir. On peut mettre un visage comme ça sur une voix. Votre blog s'appelle Envers, V-E-R-T, et Contre tout. Alors, contre tout, ça fait beaucoup de choses. Contre quoi exactement ? Alors, c'était surtout un jeu de mots un peu pourri, mais ma foi, il est là. En fait, c'est vraiment pour essayer de sensibiliser les gens sans trop faire la morale et puis les rendre attentifs à des petites choses auxquelles j'aurais voulu être sensibilisée un petit peu plus tôt. Et puis, c'est pour montrer qu'on peut tous faire un petit geste au quotidien et le but, c'est de donner des solutions. Alors, vous avez aussi lancé une campagne contre les pailles en plastique dans la ville de Neuchâtel. Vous avez d'ailleurs été soutenu financièrement par la ville pour faire fabriquer des pailles biocompostables qui puissent être distribuées d'ailleurs dans les bistrots. Est-ce que maintenant, tous les bistrots de la ville de Neuchâtel ont ces pailles-là ? Alors, en fait, la ville nous a aidés surtout pour les petits kits qu'on allait donner aux établissements. Le but, nous, c'est vraiment d'encourager le sans paille du tout, sauf pour les personnes en situation de handicap ou qui ne peuvent pas boire directement au verre pour des raisons médicales. Mais le but, c'est vraiment de réduire la dose totale de paille parce qu'on a des chiffres vraiment astronomiques et on ne s'en rend pas vraiment compte. Ensuite, on propose des solutions alternatives. Nous, on ne se fait pas de bénéfice dessus. On essaye juste de mettre les gens en contact avec des fournisseurs qui ont des solutions éco-friendly et justement de leur proposer quelque chose d'un petit peu moins polluant que le plastique. Mais est-ce que ça marche ? Parce que ça marche vraiment, vous avez pu le vérifier, il y a moins de paille en plastique dans le canton ou de la ville de Neuchâtel. Alors, en ville de Neuchâtel, c'est en train de se faire gentiment, mais on a déjà une 60aine d'établissements en Suisse romande et depuis aujourd'hui 2 à Zurich qui ont rejoint le mouvement et qui proposent soit pas de paille du tout, soit des pailles en bambou, soit en inox et puis des pailles biodégradables que j'aime un petit peu moins.
D'accord, alors donc tous ces objets inutiles qui sont dans votre collimateur sont quand même en plastique, il faut bien le dire. Hein. Oui. C'est le plastique que vous détestez. Voilà, exactement. Voilà, d'accord. Ok, alors ce plastique aussi est également dans le viseur des Verts Genevois. Le Parti écologiste et le PDC Genevois viennent de déposer un projet de loi pour interdire la distribution gratuite des sacs plastiques. Bonsoir Delphine Klopfenstein-Boggini. Bonsoir. Alors vous-même, vous êtes co-secrétaire général des Verts Genevois, vous êtes député et membre du comité des Verts suisses. Alors d'abord, de quel sac plastique s'agit-il que vous voulez faire interdire, dont vous voulez faire interdire la gratuité? Est-ce que c'est les sacs pour emballer les fruits et légumes dans les magasins? Est-ce que les sacs à la sortie des caisses? Alors on parle précisément en effet des sacs à la sortie des caisses et sur l'ensemble des lieux de commerce du canton. Donc pas uniquement les grandes enseignes, mais tous les commerces, parce qu'aujourd'hui de nombreux sacs sont encore distribués gratuitement. Et c'est précisément cela qu'on vise avec ce projet de loi. Alors on sait que la Migros et la Coop ont déjà fait le pas de faire payer les sacs à la caisse. Ça, c'est pas suffisant pour vous? Alors c'est un très bon pas et je crois qu'il faut le saluer ici. On a réussi à diminuer de 83% le nombre de sacs distribués en caisse. Donc c'est une victoire d'étape. Et je crois qu'on doit faire un pas de plus aujourd'hui parce qu'il n'y a pas seulement ces grandes enseignes, mais d'autres commerces sur le canton. Et dans ce sens, c'est essentiel d'attaquer les 66 millions de sacs qui sont encore distribués aujourd'hui. Et ce projet de loi vise précisément à interdire la distribution gratuite de ces 66 millions de sacs sur Genève, sur le canton de Genève? C'est ça. Oui, d'accord. Ça paraît énorme, quoique je citerai un autre chiffre que j'ai vu ce week-end selon l'ONU. 500 000 milliards de sacs plastiques sont utilisés dans le monde chaque année et 9% seulement sont recyclés. Alors, mais quand même, votre projet de loi pour interdire la distribution des sacs plastiques gratuits à Genève, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble des sacs du plastique que nous consommons. C'est déjà quelque chose parce que ça concerne le quotidien des gens. Finalement, faire ces achats, ça regarde la consommation, une consommation qui est toujours plus importante aujourd'hui, où on se rend compte où on est finalement dans une situation qui est un peu absurde parce qu'on se retrouve avec un sac qu'on utilise quelques minutes, du magasin à la maison, un sac qu'on finit par jeter aussitôt. Donc il y a quelque chose d'absurde et d'injustifiable. Donc le sac plastique fait partie de notre quotidien. On a aujourd'hui des alternatives qui fonctionnent bien et qui ne viennent pas impacter le confort des consommateurs et consommatrices. Des sacs en tissu, des sacs en papier, des sacs compostables. Il existe des alternatives. Donc on peut tout à fait faire ce pas-là. D'autres pas seront emboîtés par la suite. Laila Rely, on va rester dans le plastique. Vous vous êtes attaqué après les pailles en plastique aux ballons colorés, ceux qu'on lâche pour les anniversaires. Ça peut paraître un peu dérisoire quand même. Alors ça peut paraître dérisoire, mais les ballons, en fait, chaque ballon qui s'envole peut potentiellement tuer un animal parce qu'un ballon va s'envoler sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et puis les animaux se blessent autant avec les ficelles qu'en avalant des fragments. Mais en fait, autant pour les sacs en plastique que pour les pailles, que pour les ballons, c'est juste pour expliquer aux gens d'avoir une démarche qui va un petit peu plus loin sur cette surconsommation d'objets jetables et d'objets en plastique. Parce qu'on a des solutions pour tout. Vraiment, mais ça demande un petit peu d'organisation et de bonne volonté. Après, c'est clair que pour par exemple les gants de chirurgien, là, on ne va pas pouvoir se passer de ces objets jetables pour des raisons d'hygiène. Mais par contre, il y a énormément d'autres solutions, que ce soit pour les petits gobelets en plastique au bureau, les pailles ou tout autre objet, comme même les serviettes jetables ou tout ce qui relate du take-away, par exemple. Delphine Klopfenstein-Boggini, on vous dira du côté de vos ennemis politiques, on n'y manquera pas sûrement, c'est que ce projet de loi pour interdire la distribution des sacs plastiques gratuits à Genève, c'est pas grand-chose par rapport au problème global. Il faudrait que ce soit au minimum au niveau fédéral, voire plus. Alors, la question de la pollution plastique, elle se joue en effet à l'échelle mondiale. Vous avez raison, c'est une pollution majeure au niveau de la planète, mais des solutions locales existent. Et je suis convaincue que c'est avec des actions locales, même de petite envergure, qu'on arrivera pas à pas à lutter contre cette pollution massive. Et ces pas à pas, finalement, nous concernent tout un chacun, parce qu'au fond, ça concerne les familles, les personnes dans leur quotidien. Et le sac plastique en tant que tel est un élément symbolique. Le ballon l'est aussi. Et à travers ces objets symboliques, on arrivera à faire des avancées notoires. Donc vous admettez travailler sur le symbolique, d'autres diront que vous faites de l'agitation politique. Je pense que c'est du symbolique, mais c'est du concret, parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'a réussi à faire les grandes enseignes suisses en interdisant la distribution gratuite de sacs, on a vu une réelle avancée, disons, où le nombre de sacs a diminué. Donc c'est aussi un rapport au fond au plastique
quotidien qui se joue là. On aura compris que vous êtes sur la même longueur d'onde, sauf erreur, sur les objets inutiles et en plastique. Merci pour le message que vous avez passé ce soir. Peut-être sera-t-il suivi, on le verra. En tout cas, bonne soirée et bon retour chez vous. Merci. Mesdames. Merci. C'est une évidence pour la majorité d'entre nous, que ce soit pour des démarches administratives, des paiements, des achats, des recherches d'informations, nous dépendons d'Internet. Et presque chaque fois que vous visitez un nouveau site, apparaît un message assez agaçant. Et vous pouvez le retrouver bloqué aussi. Maya Cholet a rencontré un téléspectateur un peu énervé par ce phénomène. Jean-Pierre Chappuis est un retraité fan d'informatique et hyper connecté. Il m'arrive de devoir aller sur des sites officiels, comme par exemple La Poste, Swisscom, les caisses maladie, puisque maintenant on doit imprimer soi-même ses propres décomptes pour pouvoir les régler en sorte. Mais depuis quelques temps, un petit message qui parle de cookies perturbe sa navigation. Alors au début, je les acceptais, et puis j'ai été quand même un peu étonné, c'est que j'allais sur un site internet et puis, quelques temps après, je retournais sur le site, j'avais plein d'encarts publicitaires qui venaient se mettre. Comme par hasard, j'avais aussi des emails qui arrivaient pour me proposer une action sur une chose ou sur une autre par rapport au site que j'avais précédemment visité. Mais au fait, les cookies, c'est quoi? Explication, accrochez-vous. Mais non, pas cela, on ne parle pas de ces délicieux petits biscuits. Les cookies dont on parle ressemblent plutôt à des fichiers composés de texte. D'où est-ce qu'ils viennent ces cookies? Ah non, pas de la cuisine de votre grand-mère. Ils sont générés par le serveur des pages web que vous consultez. Le serveur, c'est un peu le chef de cuisine qui fabrique les cookies. Quand vous êtes sur une page web, le serveur enregistre ce que vous faites, vos langues préférées, votre localisation, votre panier d'achat, les endroits où vous cliquez, les pubs que vous regardez, les mots-clés de vos recherches. Toutes ces informations, ce sont les ingrédients des cookies. Ensuite, le serveur du site web expédie ces cookies tout chauds à votre navigateur Google Chrome, Explorer ou autre, qui les place dans votre disque dur, votre téléphone ou votre tablette. Jusqu'à 300 cookies peuvent être stockés chez vous avec vos pépites d'informations. C'est un peu comme votre carte d'identité. Désormais, tous les sites que vous visitez peuvent vous reconnaître. Vos préférences et vos identifiants s'affichent automatiquement quand vous retournez sur les mêmes pages. Depuis, Jean-Pierre Chappuis, les cookies, il ne les aime plus du tout. Seulement voilà, quand il les refuse dans son navigateur, plusieurs sites sont inaccessibles. Vous voyez, j'appuie sur La Poste particulier et la première chose qui me met, pour accéder à cette page, vous devez autoriser les cookies dans votre navigateur. Et j'estime ça honteux. Parce que j'estime qu'ils n'ont pas à venir regarder ce qu'il y a dans mon ordinateur. J'ai remarqué plus ou moins la même chose avec le login de chez Swisscom. Votre navigateur ne dispose pas de la fonction autorisant l'échange des cookies. Veuillez modifier cette configuration dans les préférences de votre navigateur. Est-ce qu'il y a un autre site où ça fait ça? Oui, il y a celui d'une de mes deux caisses maladie. Veuillez activer l'utilisation des cookies dans les paramètres du navigateur ou veuillez vous adresser à notre support web. Vous réagissez comment quand vous voyez ça? Je me sens quelque part un petit peu déshabillé. C'est comme si on venait prendre connaissance de tout ce qu'il y a dans mon ordinateur, de tout ce que je fais, des sites que je visite et tout. Et c'est vraiment une atteinte à la sphère privée, sans parler des problèmes informatiques que ça peut causer. Ce petit message pose problème à cet avocat spécialiste en droit de l'informatique. Notamment parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a deux sortes de cookies, certains très utiles et d'autres beaucoup moins. Alors il y a les cookies purement techniques qui sont nécessaires pour le site, et ensuite on a des cookies de différents types mais qui sont plus nécessaires, qui sont des sortes d'options, faire du profilage, vous proposer de la publicité de tiers, vous reconnaître sur un autre site. Ce paquet de cookies qu'on lui impose, pour Jean-Pierre Chappuis, il est dur à avaler. J'aimerais déjà savoir si, au sens de la loi, ils sont autorisés à le faire. On doit me laisser une possibilité de choisir dans le détail. On doit avoir une certaine granularité pour permettre de dire oui, j'accepte les cookies nécessaires, je refuse pas le fonctionnement d'identification pour accéder à mon site de e-banking,
Par contre, je refuse toutes les prestations annexes. Et là, on voit sur certains sites de banque, par exemple, un mélange un peu douteux parce que lorsque je bloque tous les cookies qui sont plutôt publicitaires, parfois il y a un effet collatéral parce qu'ils ne sont pas bien identifiés où ça va bloquer le fonctionnement de mon site et je vais faire face à des déconnexions fréquentes. Pour distinguer les bons des mauvais cookies et les bloquer, seule solution aujourd'hui, installer un petit programme comme celui-ci. Pourtant, le droit suisse exige une information claire. Mais ni le site de la Poste, ni celui de Swisscom, ni celui de la Caisse Maladie CPT ne prennent la peine de faire la distinction entre les différents cookies. Pour quelles raisons ? Il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture en faveur de ces administrations et banques qui est de dire que c'est plutôt de la méconnaissance technique et une difficulté de séparer. L'autre lecture plus négative est celle de considérer que c'est fait exprès et on veut vous permettre de voir la petite vidéo explicative qui n'est pas strictement nécessaire au trafic des paiements mais qui vous est agréable pour comprendre le nouveau produit de la banque, uniquement si on peut mieux vous identifier à titre publicitaire. En attendant, Jean-Pierre Chappuis a dû se résigner. Alors, je dois aller, comme il le demande, aller dans le navigateur, autoriser le site de déposer des cookies, et à ce moment-là, la porte est ouverte. Mais eux sauvent tout de moi. Ça, vous l'avez fait ? Oui. J'avais pas le choix. Hein. C'est ce qui est un petit peu malheureux dans cette affaire, c'est que pour jouer le jeu qu'ils vous demandent de jouer, vous devez l'accepter. Autrement, vous êtes hors course. C'est bien juste que dans certains cas, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ces cookies, quels qu'ils soient. Sinon, vous êtes bloqué, ce qui est totalement choquant sur des sites aussi indispensables que celui d'une assurance maladie. Monsieur Chappuis nous cite la caisse CPT, à laquelle j'ai écrit pour demander des explications. Réponse tout à fait intéressante. La CPT fait amende honorable. Je cite. « Nous avons un potentiel d'amélioration, nous dit-elle, en ce qui concerne la transparence et notamment l'utilisation de cookies. Nous sommes en train d'examiner des solutions et des mesures appropriées seront mises en œuvre dans les meilleurs délais. » Fin de citation. Bonsoir Maya Cholet. Bonsoir Manuel. Alors vous avez mené cette enquête pour un bon entendeur. La Poste nous a répondu aussi, mais la Poste nous dit qu'elle fait tout juste, elle. Alors oui, la Poste nous renvoie au navigateur de votre ordinateur ou de votre tablette où on peut effectivement bloquer soit tous les cookies, soit certains, comme les cookies publicitaires. Le problème, c'est que c'est très compliqué et comme on l'a vu chez Monsieur Chappuis, si on bloque tous les cookies, on se retrouve bloqué. D'ailleurs, la Poste aussi admet que certains services, je cite, tels la boutique en ligne et les formulaires de contact ne peuvent remplir leurs fonctions qu'avec cette technologie de cookies. Et effectivement, et si vous bloquez tout, vous vous retrouvez bloqué, y compris si on bloque les cookies tiers, ce qui est de notre point de vue inacceptable. D'accord. Maintenant, Swisscom, auquel on a également écrit, que nous dit Swisscom ? Là aussi, Swisscom nous dit faire tout juste et que la différenciation faite entre les cookies fonctionnels et les autres, comme les cookies tiers publicitaires, est une particularité du droit européen. Ce qui est faux, selon notre avocat Sylvain Métil, la loi suisse oblige aussi à faire la différence. Mais tout de même, là où Swisscom nous dit juste, c'est que Swisscom avertit sur sa page d'accueil tout internaute qu'il y aura des cookies. Oui, mais ce que Swisscom ne vous dit pas, c'est que si vous refusez tous les cookies, y compris les cookies tiers, vous n'irez pas plus loin que cette page d'accueil. Et là, vous serez bloqué aussi. Et vous serez bloqué aussi. Alors, tout ça est quand même un peu compliqué. On espère que les internautes qui le savent un peu nous suivent, mais les autres aussi également. Si on pouvait donner un exemple de ce que font réellement ces cookies tiers, ces cookies publicitaires, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, admettons que vous voulez réserver un hôtel. Vous allez sur un site internet, là, un cookie est déposé dans votre ordinateur. Vous n'allez pas faire la réservation tout de suite. Le lendemain, vous retournez sur le même site. Le site reconnaît le cookie dans votre ordinateur, il vous reconnaît. Et là, les prix, bizarrement, ont augmenté. Vous vous dites, oh là là, ça va encore augmenter. Vous vous dépêchez de réserver. Merci les cookies. C'est le cookies qui m'a reconnu et qui a fait monter les prix. Merci Maya. En tout cas, heureusement, les cookies installés dans votre ordinateur peuvent être supprimés via le navigateur. Alors un conseil, nettoyez très régulièrement vos ordinateurs de tous les cookies qui y traînent. Ce n'est pas la panacée, mais c'est toujours ça. Merci Maya et bonne soirée. Bonne soirée. Qui ne connaît pas la plateforme de location de logement Airbnb ? Une location sympa chez l'habitant, un moyen pas cher de découvrir une ville. Comme Édimbourg, où je vous emmènerai mardi prochain, ou Berne, un nombre incroyable de municipalités essayent de poser des règles pour endiguer le phénomène Airbnb, à savoir de plus en plus d'appartements loués par des professionnels multipropriétaires, des investisseurs qui rachètent des immeubles entiers, des problèmes de logement pour les habitants locaux, etc. Mais Airbnb et les autres plateformes du même genre ont des avantages, comme en Valais par exemple, vous verrez pourquoi.
En Suisse et ailleurs, Airbnb génère un chiffre d'affaires en centaines de millions. C'est l'un des 8 géants de la technologie numérique. Qui en profite? Qui en pâtit? L'enquête à découvrir mardi prochain explore les côtés pile et côtés face. Il y aura aussi d'autres choses dans l'émission de mardi prochain. Si vous souhaitez recevoir le programme complet d'Abon Entendeur à l'avance, sa newsletter, c'est très simple. Il vous suffit de vous inscrire depuis le site internet abe.ch. C'est tout en bas de la page. Voilà, vous savez tout. Dans 7 jours, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.